Allez, Boubacar Bourhoum, il est politologue, leader du parti PAIS. Il est en direct de Bamako. Bonjour, monsieur Bourhoum. Bonjour, comment allez-vous? Nous allons très bien. Bienvenue sur Film FM. Des mots, bien, merci de votre disponibilité pour Film FM. Le président de la transition guinéenne est chez vous à Bamako, officiellement dans le cadre des festivités de l'an 62 de l'indépendance du Mali. Du regard de politologue et de leader politique, quels sont, à votre avis, les enjeux de ce déplacement, le tout premier de Mamadi Doumbouya en dehors de la Guinée? Merci infiniment de me donner l'opportunité de me prononcer sur cette question. Dès lors que nous savons les liens séculaires et historiques qui unissent nos deux pays, il n'est pas surprenant aujourd'hui que l'élan panafricaniste qui a été lancé au Mali soit récupéré par un pays frère comme la Guinée. Aujourd'hui, il est important de comprendre que l'arrivée de M. Doumbouya fait frémir, fait trembler l'Occident parce que simplement l'unité africaine est en marche. Il ne s'agit pas de l'organisation de l'unité africaine à travers ce mécanisme truffé par l'Occident. Il s'agit aujourd'hui d'acter les fondamentaux d'une véritable unité africaine. Et je pense qu'aujourd'hui, le Mali et la Guinée montrent l'exemple aux autres pays du continent pour dire que, enfin unis, nous pouvons vaincre l'impérialisme et le néocolonialisme. Est-ce que c'est en cela, parce que si on vous suit très bien, vous parlez d'unité africaine, de l'exemple qui serait en train d'être montré par le Mali et la Guinée, est-ce que c'est en cela qu'il faut accorder, il faut donner sens au projet de fédéralisme ou d'État fédéré des deux pays, cher à certains leaders d'opinion comme Salif Keïta et comme des jeunes marcheurs qui ont fait le trajet Bamako-Conakry récemment. Quel sens vous donnez, quel lien faites-vous entre ce déplacement de Mamadi Doumbouya à Bamako et ce projet de fédéralisme? Écoutez, nous sommes fédérés dans l'âme, dans notre histoire. En réalité, c'est le néocolonialisme et le système impérialiste qui nous a divisés en mettant des frontières artificielles. Aujourd'hui, nous avons compris que notre non-développement, quand vous regardez un pays comme la Guinée, qui est en réalité un scandale géologique, c'est pareil pour le Mali, mais malheureusement, dans les classements, par exemple, des ressources naturelles, vous ne verrez pas le Mali, encore moins la Guinée, cité en première ligne. Cela voudrait dire simplement qu'aujourd'hui, cette unité africaine, elle est en train d'être prise en compte par les dirigeants de cette nouvelle génération. Donc, M. Doumbouya a bien compris le message. Je pense que M. Assimi Goïta aussi en a bien compris toute la portée et toute la dimension. Donc, vous comprendrez aisément que le symbole de la visite du chef de l'État de la Guinée à la veille de l'indépendance de la République du Mali est un symbole très fort et fêté avec les Maliens aujourd'hui le 22 septembre pour avoir déjà accepté de recevoir des membres du gouvernement de la République du Mali au sein d'un conseil de ministres guinéens. Et ce sont des symboles très forts qui montrent aujourd'hui que l'Afrique a bel et bien compris la leçon. Est-ce pour autant il faut faire le pas vers ce projet d'État fédéré? Et bien sûr, c'est une D'ailleurs, comment cela est perçu dans l'opinion publique malienne, mais aussi au sein de la classe politique malienne? Comment ce projet est-il perçu au Mali? Très favorablement, quand vous regardez déjà, quand on a été victime de l'embargo, c'est le seul pays qui a accepté d'ouvrir ses frontières pour nous permettre quand même d'avoir accès à la mer. Donc, ça veut dire que quelque part, si nous avons l'intelligence de l'intégration économique aujourd'hui en pensant déjà à créer une monnaie unique pour les deux pays comme le Mali et la Guinée, on se trouverait déjà dans une dynamique de l'amorce de la création de la monnaie unique africaine. Donc, il faut juste comprendre que les indépendances politiques, elles sont adossées à des indépendances, surtout la souveraineté économique, monétaire et financière. Ce qui fait qu'aujourd'hui, si cette dynamique est actée par les deux chefs d'État, il y a de fortes raisons qu'on dise qu'il y a une amorce réelle pour l'intégration africaine. Bien. Monsieur Boubacar Bourhoum, il est leader politique, président, il faut le rappeler, du PAIS, Parti africain pour l'intégration et la souveraineté, politologue par ailleurs. Est-ce que stratégiquement, ce rapprochement, ce raffermissement des relations entre Conakry et Bamako, mais davantage entre les deux chefs d'État, les deux chefs d'État des deux pays, ne pourrait pas être motif d'un certain isolement justement des deux pays parce que on considère que
Goïta et Doumbouya mènent la vie dure à la CEDEAO et à la communauté internationale dans leurs transitions respectives? Vous savez, d'abord, quand on pose des actes, on les assume. On ne peut pas poser des actes aujourd'hui dans la guerre économique mondiale, affronter des grandes puissances et penser que cela ne va pas être sans conséquence. On mesure toute la portée. Mais aujourd'hui, c'est qu'il faut comprendre qu'on n'est pas du tout isolé. Isolé par rapport à qui? Quand vous regardez nos économies, c'est des économies très fragiles qui sont même inexistantes parce que nous sommes dans une économie artificielle maintenue par le FMI et la Banque mondiale. Nous ne sommes pas dans l'économie réelle. Si nous sommes dans l'économie réelle, ça veut dire que c'est nous qui sommes les plus riches. Mais malheureusement, nous sommes dans une économie artificielle maintenue par un système de prédation. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, vouloir quitter cette emprise, effectivement, va nécessiter une riposte de ces néocolonialistes et de ce phénomène du cartel bancaire financier mondial. Mais il faut comprendre juste qu'on ne sera pas isolé pour la simple raison que notre économie réelle, en réalité, fonctionne avec d'autres pays, pas avec la France. Qu'est-ce que nous importons de la France en réalité? La dynamique économique entre dans l'espace CEDEAO ne dépasse pas les 6 ou 7%. Le mécanisme de l'UMOA ne dépasse pas 6 ou 8% en plus. Et la monnaie que nous utilisons pour faire cette transaction avec la France et la sous-région est une monnaie de singe qui n'a aucune garantie et qui n'est convertible nulle part à travers le monde. Et nous sommes obligés de racheter cette même monnaie au niveau de la France encore. Donc une perte énorme. Donc cela voudrait dire simplement qu'aujourd'hui, nous, en tant que Mali, nous importons plus de la Chine que de la France. Donc, économiquement, nous ne sommes pas isolés en réalité. Bien. Quand vous voyez aussi les tant que vous avez le soutien de Conakry, on peut le dire. Eh bien sûr, c'est très important de me le rappeler. Bien. Allez, dernière question à vous, M. Bokoum. On est pris par le temps. Une question sur les soldats ivoiriens. Voilà, on apprend que justement Goïta et Doumbouya devraient en tout cas parler du cas des soldats ivoiriens détenus au Mali. Est-ce que vous avez des informations qu'en savez-vous sur cette dynamique? Est-ce que, comme certains le disent, Doumbouya pourrait quitter Bamako avec à bord de son avion les soldats ivoiriens en question? Ce n'est pas exclu. Nous avons de très bons rapports avec la Guinée et remettre aujourd'hui les 46 soldats à M. Doumbouya ne poserait pas de problème si M. Doumbouya lui-même le souhaite réellement. Parce qu'en réalité, il n'a aucune raison de le souhaiter fortement parce que la Côte d'Ivoire n'est pas coopérative avec la Guinée, encore moins avec le Mali. Aujourd'hui, nous sommes sur les bancs des accusés, notamment la Guinée et le Mali. La CEDEAO qui malheureusement va se faire héberger aux Nations Unies pour parler de l'Afrique, ce qui est encore un phénomène très très déplorable et indigne de nos chefs d'État, qui fait qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas dans la posture de celui qui doit aider. Aider à faire quoi? La tension entre le Mali et la Côte d'Ivoire, elle n'existe pas, elle n'est que artificielle. Alors que des soldats ivoiriens, c'est pas ce message qui filtre de vos propos, monsieur Bokoum. Si vous dites que vous n'êtes pas, il n'y a pas de crise, non. Quand vous dites que il n'y a pas de crise, il n'y a pas de tension entre le Mali et la Côte d'Ivoire, et au même moment vous dites vous dites que vous n'avez pas, on n'a pas besoin de remettre les soldats ivoiriens à Mamadi qui n'en feraient pas la demande. J'ai du mal à vous comprendre, à vous lire. Oui, justement, ça veut dire que vous interprétez mal mes propos. Quand je parle de la Côte d'Ivoire, vous avez deux Côtes d'Ivoire. Vous avez l'institutionnel et la vraie Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il s'agit. Sur la crise institutionnelle, il n'y a pas de doute que les deux chefs d'État ne se comprennent pas sur quelle démarche adopter. Mais je vais au-delà des chefs d'État. Je dis qu'il n'y a pas de problème particulier entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Et je pense que cela est très clair. Maintenant, entre la Côte d'Ivoire des peuples et le Mali des peuples. Justement. Voilà, justement. Et bien. Ça veut dire que qu'est-ce que vous avez comme information? Est-ce que ça va se matérialiser? Beaucoup de médias rapportent que Mamadi Doumbouya pourrait justement mettre son séjour à Bamako à profit pour obtenir la libération de ces soldats ivoiriens. Est-ce que vous avez des tuyaux? Vous savez, à ce niveau, c'est très sensible, rien ne filtre réellement. Mais je suis certain d'une chose, les bonnes relations que nous avons avec la Guinée aujourd'hui, je vous dis très sincèrement, si M. Doumbouya le demande avec insistance, il l'obtiendra. Ça ne posera aucun problème.
Bien. Maintenant, ce que je me dis, je me pose la question, moi, en tant qu'analyste, est-ce que M. Doumbia, quand bien même aurait été sollicité par certains chefs d'État africains pour faire cette démarche à M. Assimi, est-ce que les deux seront enclins à accepter cette démarche? Parce que vous avez le côté diplomatie, vous avez le côté réel politique. Est-ce qu'aujourd'hui, M. Doumbia serait prêt réellement à aider la Côte d'Ivoire sur ce chantier? Pour quelle raison, à quelle fin? Pour obtenir quel résultat de la Côte d'Ivoire? Ouais. Une reconnaissance de la Côte d'Ivoire? Accepter qu'on lève les sanctions et qu'on ne sanctionne pas la Guinée comme le Mali? Je ne pense Pourquoi pas? que Pourquoi pas? Ouattara soit dans cette dynamique. Et ça veut dire que Mamadi ne le ferait pas gratos. Il demanderait une contrepartie à Ouattara et compagnie. Mais justement, c'est là où on accuse le Mali de faire du chantage. Est-ce qu'on ne va pas dire aussi que la Guinée est en train de faire du chantage? Et que vous êtes aussi dans une posture de prise d'otage? Voilà, dernière question. Ça serait plutôt une récompense, une reconnaissance. Mais bien sûr, la diplomatie, c'est ça le cadre d'échange. Mais quand l'autre est de mauvaise foi, l'interprétation donne toute autre chose. Parce que quand on dit qu'il ne faut pas aller sur le tribunal, qu'il faut aller sur une forme de négociation, donc la négociation suppose que je cède quelque chose en contrepartie de quelque chose. C'est de ça qu'il s'agit. Mais si Ouattara prétend que parce que le Mali a demandé l'extradition de certains de ses leaders politiques et que cela relève de prise d'otage par le Mali, bon, vous savez quelque part que le message il passe mal. Voilà, on est obligé malheureusement de marquer la pause à Kumbala pour 30 secondes. Ouais. Monsieur Bokoun, quand vous vous étonnez que la CEDEAO tienne sa session à l'enceinte des Nations Unies, je me permets de remettre en cause votre qualité de politiste, mais ma question est de savoir, entre la Guinée et le Sénégal, lequel des pays accueille plus les revenus sur les transactions commerciales du Mali? Est-ce que le fait que vous vous accrochiez à la Guinée ne nous pousserait pas à une saignée financière extraordinaire parce que nous subventionnons le carburant, vous le prenez beaucoup, nous subventionnons les activités portières, vous l'en utilisez, mais ma question principale, entre le Sénégal, la Côte d'Ivoire et la Guinée, lequel des pays profite plus de vos importations? Mais c'est clair que c'est la Côte d'Ivoire qui profitait de plus des importations du Mali. Et ensuite le Sénégal, la Guinée en queue de peloton. Oui, bien, on va rester là-dessus. Merci, monsieur Bokoum. Merci d'avoir répondu à nos questions. On est pris par le temps. La radio, c'est aussi nos obligations commerciales. On marque la pause, on revient pour continuer donc à évoquer ce déplacement, le tout premier du colonel Doumbouya en terre africaine du Mali. Moussa Oulé Traoré, correspondant de Média Guinée et de FM à Bamako. Il va également s'exprimer, il va revenir sur cette rencontre entre le colonel Doumbouya et la communauté guinéenne. C'était hier au siège, plutôt à la résidence de l'ambassadeur à Bamako. On revient dans quelques minutes.